Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, L'intégration Manex, audit en entreprise. accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones ATAS. Drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, aeropixie.com. aeropixis.com. Aéropixie. Fréquence drone. Décolle. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence Drone. Interview. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être fidèles à nos émissions. Aujourd'hui, Fréquence Drone a l'honneur d'accueillir un invité de marque, le directeur des programmes drone à la DESAC, monsieur Nicolas Marcoux. Avec une carrière impressionnante dans le domaine de l'aviation civile et une expertise reconnue, monsieur Nicolas Marcoux joue un rôle essentiel dans la transition réglementaire des drones qui est en constante évolution. En tant que directeur des programmes drones à la DESAC, il est chargé de superviser et de coordonner les efforts visant à assurer la sécurité et l'intégration harmonieuse des drones dans l'espace aérien. Sa fonction en tant que directeur des programmes drones est d'une importance capitale dans un contexte où l'utilisation des drones connaît une croissance exponentielle et où de nouvelles dispositions réglementaires sont décrétées par l'EASA, l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Monsieur Nicolas Marcoux est à l'avant-garde de ces changements, travaillant sans relâche pour garantir que la réglementation soit adaptée aux dernières avancées technologiques et aux besoins de sécurité. Grâce à sa compétence réglementaire approfondie, notre invité est un interlocuteur privilégié pour comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les acteurs du secteur des drones. Son expertise lui permet de guider et de conseiller les professionnels du domaine, les opérateurs de drones et les utilisateurs, en les aidant à naviguer dans un paysage réglementaire en constante évolution. Dans cette interview exclusive, monsieur Nicolas Marcoux partagera avec nous sa vision de la transition réglementaire des drones. Il nous éclairera sur les changements clés, les implications pour les utilisateurs de drones et les mesures prises pour assurer la sécurité des opérations. Écoutons tout de suite monsieur Nicolas Marcoux. Sa passion pour l'aviation civile, son expérience et son dévouement à la sécurité font de lui une autorité incontournable dans le domaine des drones. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Thierry, merci de nous recevoir sur Fréquence Drone. Merci à toi. Alors, disons-le tout de suite, on se tutoie parce que on a l'habitude de travailler ensemble dans différents groupes de travail au niveau de la DESAC et ça n'est pas un manque de courtoisie de ma part que de te tutoyer. Il n'y a aucun problème. Eh bien, écoute, je te remercie. Alors, qu'est-ce qu'un directeur des programmes drones ? Quelles sont en fait tes fonctions ? Alors, le point important, c'est qu'en fait, la direction de programme drone est rattachée à la DESAC, c'est la direction de la sécurité de l'aviation civile, qui est l'une des directions de la DGAC, et c'est la direction qui est en charge de la réglementation de sécurité aérienne, et également de la surveillance de tous les exploitants, que ce soit compagnies aériennes, aéroports, navigation aérienne, ou exploitants de drones. La direction de programme est rattachée directement à la direction parce qu'elle a une fonction transverse. Elle travaille avec l'ensemble de ce qu'on appelle les directions techniques de la DESAC. Ces directions techniques, il y en a une en charge de la navigabilité des opérations, une en charge des personnels navigants, une en charge aéroport navigation aérienne, une en charge de la réglementation de sécurité, également une en charge des questions de sûreté. Et donc le but en fait de cette direction de programme est de prendre en considération cet objet aérien qui est un peu particulier, qui est le drone, que l'on traite de manière un peu différente de l'aviation habitée traditionnelle, parce qu'il présente quelques particularités, et donc de préparer finalement la DESAC à la pleine prise en compte des questions de sécurité aérienne relatives aux drones. Alors tout dernièrement, et depuis maintenant quelques années, le cœur de notre mission a surtout consisté à préparer et mettre en œuvre la réglementation européenne sur les drones. Et donc voilà, on est encore au cœur de cette transition. Est-ce que tu peux nous faire un point rapide sur les prochaines échéances de la réglementation ?
Oui, alors je peux peut-être même faire un petit point passé pour rappeler où on en était il y a quelques années. En 2012, on avait mis en œuvre au niveau national une réglementation drone qui était un peu pionnière en Europe. Et même dans le monde. Et la réglementation européenne drone a été publiée en 2019. Ensuite, elle a été mise en œuvre début 2021 et depuis en fait cette mise en œuvre, on a commencé une période de transition ou plus exactement plusieurs périodes de transition qui ont fonctionné en parallèle en fonction des catégories d'opérations des drones. On va pas forcément revenir dans le détail des catégories d'opérations des drones. Il y a pas mal de documentation en ligne sur le sujet, mais si on prend chacune des catégories, on a la catégorie ouverte avec une phase de transition associée. Entre le 1er janvier 2021 et jusqu'au 1er janvier 2024, on a ce qu'on appelle la catégorie ouverte limitée, qui permettait d'opérer avec des drones dits legacy, c'est-à-dire des drones qui n'avaient pas de mention de classe au sens du règlement européen. Et cette période de souplesse, en fait, va se terminer au 1er janvier 2024, avec, on le voit maintenant depuis quelques mois, la mise sur le marché progressive de drones avec mention de classe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourra plus opérer les anciens drones après le 1er janvier 2024, mais par contre, on devra les utiliser dans des conditions opérationnelles qui sont assez restrictives, au sens où la plupart des drones devront opérer dans les conditions de l'Open A3, c'est-à-dire loin des zones résidentielles, commerciales, industrielles, et en absence de personnes. Donc pour continuer, on va dire, des opérations normales de drones, effectivement, la réglementation européenne prévoit qu'on doit faire l'acquisition de drones avec mention de classe. Donc ça, c'est la première phase de transition. Ensuite, on a une phase de transition liée à la catégorie spécifique, plus exactement aux scénarios standards tant nationaux qu'européens. Donc aujourd'hui, en catégorie spécifique, on continue d'opérer avec des scénarios standards nationaux. Un certain nombre d'autres États membres ont également des scénarios standards. Mais le gros changement, c'est qu'au 1er janvier 2024 vont entrer en application également les scénarios standards européens. Il y en a deux, on pourra revenir dessus un peu plus tard. À partir du 1er janvier 2024, en fait, on pourra se déclarer suivant ces scénarios standards européens et on ne pourra plus se déclarer suivant les scénarios standards nationaux. En revanche, un exploitant qui était déjà déclaré suivant un ou plusieurs scénarios standards nationaux pourra continuer à opérer selon ces standards jusqu'au 1er janvier 2026. Et au 1er janvier 2026, ce sera la fin définitive des scénarios standards nationaux. Et là, on pourra considérer qu'on appliquera pleinement la réglementation européenne. Le dernier changement concerne la catégorie certifiée, avec une réglementation qui concerne évidemment beaucoup moins de monde. Hein. Ça va surtout considérer les opérations de transport de personnes avec des aéronefs sans équipage à bord ou le transport de marchandises dangereuses. Mais cette réglementation est encore en cours d'élaboration par le HASA et donc ça va encore durer quelques années. Comment tu contribues à la réglementation des drones ? C'est quoi ton travail, ta mission ? Alors en fait, on a deux missions de nature un petit peu différente. On a d'une part toutes les missions qui relèvent de la réglementation européenne sur les drones. Et là, donc c'est pas la DESAC qui va écrire cette réglementation. En revanche, on a véritablement une mission d'influence et de négociation, à la fois auprès des autorités européennes, notamment la Commission européenne et l'agence, le HASA, et également auprès des autres États membres, puisque cette réglementation doit autant que possible être acceptée par les 27 États membres.
Alors, pour ce qui concerne le travail sur la réglementation européenne drone, je dirais que la plus grande partie du travail a été faite au sens où cette réglementation a été négociée entre 2015 et 2019 avec d'ailleurs d'autres personnes que moi qui étaient là auparavant. Et donc quelque part pour cette réglementation le travail est terminé. Alors c'est le cas de la réglementation en tant que telle, mais c'est pas encore tout à fait fini sur ce qu'on appelle les AMC et les GM, c'est-à-dire les moyens acceptables de conformité et les guides. Il y a encore un certain nombre d'AMC et de GM qui sont en cours d'élaboration au sein de l'agence. Et on continue à travailler avec les instances européennes pour essayer de développer des AMC, des GM qui soient utiles à tout le monde, tant aux exploitants de drones qu'aux constructeurs, qu'aux autorités qui ont à mettre en œuvre ces dispositions réglementaires. Et donc voilà, ce travail continue sur différents sujets. On a également une action internationale au niveau de JARUS, qui est une instance internationale rassemblant maintenant un grand nombre d'autorités. C'est notamment au sein de JARUS qu'a été développée la SORA. Et en ce moment, il y a un gros travail sur une nouvelle version de la SORA qui améliore un certain nombre de points par rapport à la SORA actuelle. Et il y a tout lieu de penser qu'une fois cette SORA, cette nouvelle version de la SORA développée, qui est la version 2.5, la version qu'on utilise aujourd'hui, c'est la SORA 2.0, le HASA réintégrera cette SORA 2.5, probablement avec certaines adaptations pour véritablement prendre en compte le contexte européen afin voilà de profiter, je dirais, de ces améliorations. Donc ça, c'était pour le volet européen et international. Mais il y a encore un travail conséquent sur la réglementation nationale. Comme vous le savez, on a un certain nombre de textes nationaux. Les raisons pour lesquelles on a encore des dispositions nationales, c'est soit que ces dispositions ne relèvent pas du domaine de compétence de l'agence, c'est-à-dire ne relèvent pas de la sécurité aérienne, et c'est notamment le cas de l'arrêté espace qui relève de la gestion de l'espace aérien. Ça, ce sont des considérations nationales gérées au niveau de chacun des États membres. Il y a aussi d'autres textes qui relèvent de la sûreté publique, notamment les textes relatifs à l'enregistrement des drones et des textes relatifs au signalement électronique. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on peut avoir encore des textes nationaux. Et la deuxième raison pour laquelle on peut avoir des textes nationaux, c'est lié justement à la transition européenne qu'on a évoquée auparavant. Et c'est pour ça qu'au niveau national, on a encore des textes qui définissent les scénarios standards nationaux et la formation applicable à ces scénarios standards nationaux. Mais ces textes sont amenés évidemment à disparaître en même temps que leur objet, c'est-à-dire au 1er janvier 2026. Merci Nicolas. Donc ce que je te propose tout de suite, c'est de faire une première pause musicale. Restez bien à l'écoute de Fréquence Drone, la seule web radio francophone des activités télépilotées.
Nicolas, merci déjà pour cette première explication. Quelle est la relation entre la DESAC et l'EASA ? Elle est excellente, bien sûr, mais je pense que c'était pas tout à fait la question. En fait, on est deux autorités, mais à deux niveaux différents. On a d'un côté au niveau national et dans chacune, dans chacun des États membres, une autorité nationale, et donc en France c'est la DESAC, et c'est cette autorité nationale qui est en charge de la mise en œuvre locale de la réglementation, de la surveillance des exploitants, de la délivrance des autorisations d'exploitation. Au niveau EASA, au niveau européen, le EASA a en fait deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est de surveiller la mise en œuvre de la réglementation par les différents États. Et donc, on est audité par l'agence régulièrement dans les différents domaines. Ce sont ce qu'on appelle des audits de standardisation pour vérifier que les autorités des États membres mettent correctement en œuvre la réglementation qui a été édictée au niveau européen. Et l'agence a également une compétence exclusive dans certains domaines. Pour ce qui concerne plus particulièrement les drones, elle a une compétence exclusive dans le domaine de la navigabilité des drones. Donc dès lors que l'on parle de vérification de l'équipement des drones ou de la fiabilité d'un drone, c'est l'agence qui va valider ou qualifier ces équipements et vérifier cette fiabilité. Donc ça signifie que, par exemple, lorsqu'on délivre une autorisation d'exploitation, nous on va instruire tout le volet relatif à l'exploitation du drone, notamment le manuel d'exploitation, la formation des télépilotes, etc. Mais s'il y a un volet applicable à la navigabilité du drone, à son équipement, et que c'est un élément à prendre en compte dans l'étude de sécurité, on orientera l'exploitant ou le constructeur, en l'occurrence, vers l'agence pour qu'il fasse valider ces éléments par le EASA. Et puis enfin, nos relations, elles sont également dans le cadre des activités d'influence et de négociation dont je parlais plus tôt, et donc on se rencontre régulièrement entre autorités des États membres et l'agence pour discuter des différents sujets réglementaires et notamment de l'évolution des AMC et des GM. Ça introduit une nouvelle question. Comment tu travailles avec l'EASA pour améliorer la sécurité des drones en France ? Alors aujourd'hui, en fait, on a quand même un très très bon crédit de sécurité, tant en France qu'en Europe. C'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais on estime à plusieurs millions et peut-être même jusqu'à la dizaine de millions d'heures d'opération qui ont été réalisées maintenant depuis une dizaine d'années. Donc le but, et on n'a pas d'accident majeur, on n'a pas eu de décès en fait lié à ces heures d'opération. Donc on peut évidemment, on va dire collectivement se féliciter de ce niveau de sécurité, même si évidemment il faut continuer à être vigilant. La réglementation européenne, comme la réglementation nationale auparavant, je pense, prévoit un certain nombre de dispositions qui garantissent un très bon niveau de sécurité. Donc le travail principal que l'on mène aujourd'hui avec l'agence est peut-être moins sur l'amélioration du niveau de sécurité que sur la fluidité de l'ensemble, c'est-à-dire essayer autant que possible, par exemple, de faciliter la délivrance des autorisations d'exploitation, discuter des aspects relatifs à la formation des télépilotes. Et puis un point important, parce que maintenant on est sur une activité qui est de plus en plus internationale,
garantir ce qui est quand même l'un des principaux intérêts de la réglementation européenne, garantir le passage en fait facile d'un État membre à un autre, de sorte à ce qu'un exploitant qui s'est enregistré dans un pays puisse facilement opérer dans un autre pays et qu'on n'ait pas trop en fait de différence d'interprétation de la réglementation européenne d'un pays à un autre. Voilà, donc on travaille un petit peu sur tous ces sujets-là pour essayer de lever autant que possible les ambiguïtés qui peuvent exister dans la réglementation européenne, garantir une bonne harmonisation de l'application de la réglementation européenne et essayer autant que possible de faciliter par exemple la délivrance des autorisations d'exploitation, notamment au travers des études de risque prédéfinies, les PDRA, voilà. Et donc ce sont tous les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Ça fait beaucoup de sujets. On voit bien tout le travail que tu fournis avec ton équipe. À l'heure actuelle, certains télépilotes et petits exploitants, sans être péjoratif, pensent que cette nouvelle réglementation entre en quelque sorte en conflit avec la réglementation telle qu'elle était faite au niveau national, notamment pour nos scénarios, nos beaux vieux scénarios, plus exactement le S2 et le S3. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, il y a pas en réalité réellement de conflit entre la réglementation nationale et la réglementation européenne. Déjà, en fait, au sens où, sur les sujets de sécurité aérienne, la réglementation européenne, elle vient tout simplement remplacer la réglementation nationale. On avait un mode de fonctionnement avec des activités particulières, des activités de loisirs, des expérimentations. Bon, là, on l'a déjà largement expliqué ces dernières années. On a basculé vers un mode avec 3 catégories d'opérations qui sont basées sur les risques. Et cette transition, en fait, elle a déjà eu lieu. Enfin voilà, on n'a plus aujourd'hui d'activités. On a des activités de loisirs, mais on n'a pas de catégorisation de l'activité de loisirs ou de catégorisation d'activités particulières ou d'activités professionnelles. Tout ce qu'on fait en fait tout ce qu'on fait au niveau national, c'est essayer autant que possible, je dirais, d'assouplir la transition. Notamment, ce qu'on a fait, c'est garder, déjà d'adopter des dispositions particulières pour l'open limité, de sorte à reconnaître au moins à titre temporaire les anciens titres, de façon à avoir le temps de se préparer à l'utilisation des nouveaux titres de télépilote. On a également fait ça. La catégorie ouverte limitée en soi, elle permet l'usage d'anciens drones, le temps de faire l'acquisition des nouveaux drones. Et pour la catégorie spécifique, les scénarios standards, de la même manière, on a cette phase de transition qu'on a un petit peu expliquée, avec le but finalement de laisser un petit peu à tout le monde le temps de se préparer, de faire les bonnes formations pour pouvoir opérer dans les catégories d'opération de la réglementation européenne. Donc ce point de vue-là, il n'y a pas réellement de conflit. D'ailleurs, le HASA ne perçoit pas de conflit particulier entre des dispositions nationales européennes. Après, il peut y avoir des sujets un peu particuliers sur lesquels la France demeure compétente, et notamment ce sont les sujets relatifs à la gestion de l'espace aérien, qui est un sujet de souveraineté nationale, aux questions d'ordre public, c'est notamment le cas des opérations de drones en espace public en agglomération. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, les sujets de sécurité publique, notamment l'enregistrement des drones, le signalement électronique des drones. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas un travail un petit peu en parallèle pour essayer de garantir autant que possible la cohérence en fait entre ces questions nationales et ces questions européennes, mais voilà, on n'a pas de réellement de conflit, on a juste, je dirais, une sorte de travail continu pour essayer de garantir une bonne cohérence et d'assouplir l'ensemble. Bien, mais écoute, je te remercie Nicolas. Alors si vous voulez en savoir plus, chers auditeurs, soyez patients, nous revenons dans quelques instants pour écouter la suite de l'interview de Nicolas Marcoux. Allez, c'est sur Fréquence Drone et ça continue. À tout de suite. Have you heard about the new dance craze?
Allez, nous sommes de retour à l'antenne avec notre invité, prêt à vous offrir la suite de cette interview sur Fréquence Drone, la seule web radio francophone qui vous donne la parole. Nicolas, parlons un peu des autorisations de vol hors scénario. Alors, tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Quel est ton rôle et celui de tes collaborateurs dans l'octroi de ces autorisations de vol hors scénario ? Alors donc on appelle ça en fait des autorisations d'exploitation. Ce sont des autorisations qu'on délivre en catégorie spécifique dès lors qu'une opération ne peut pas être réalisée ni en catégorie ouverte ni suivant les scénarios standards européens demain et nationaux aujourd'hui. Donc ces autorisations d'exploitation, on les délivre sur la base d'une étude de sécurité qui est réalisée suivant une méthode de sécurité développée par Jarus, la SORA dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. On a d'ailleurs en ligne un guide de mise en œuvre de la SORA qui explique un petit peu tous les processus. La direction technique de la DESAC qui est en charge de l'instruction et de la délivrance de ces autorisations d'exploitation, c'est la direction navigabilité et opération. Et donc, ce sont des inspecteurs de surveillance en charge, en fait, experts sur ces questions de sécurité aérienne et de mise en œuvre de la SORA, qui examinent les demandes d'autorisation d'exploitation et pose des questions aux exploitants et puis in fine délivre ou non l'autorisation d'exploitation en fonction du niveau de sécurité garanti pour l'opération. Nous, à la direction de programme drone, on a surtout veillé, on va dire, à la mise en œuvre de ce processus. Aujourd'hui, on le pilote globalement, c'est-à-dire que ce n'est pas la direction de programme drone qui va instruire ces demandes d'autorisation directement. En revanche, on pilote l'ensemble de sorte, d'une part, à garantir l'application d'une doctrine de sécurité aérienne qui soit cohérente sur l'ensemble. Voilà, donc on a évidemment beaucoup de dialogue avec nos inspecteurs en charge de l'instruction de ces autorisations. Et puis évidemment garantir une forme de respect des délais et des arbitrages honnêtes. On a aujourd'hui beaucoup de demandes d'autorisation. On en a délivré près de 170 l'année dernière. En permanence, aujourd'hui, on a entre 55 et 60 autorisations d'exploitation en cours d'instruction. Donc, on est notamment très, très à cheval sur les délais d'instruction et les préavis de demande. Moi, je rappelle qu'on avait demandé un mois minimum pour l'instruction de ces autorisations et on recommande très fortement, et encore plus aujourd'hui, 3 mois pour une première demande d'autorisation d'exploitation.
parce que voilà, c'est un processus lourd qui demande beaucoup de ressources, qui nécessite, en tout cas pour les premières autorisations, de nombreuses itérations entre l'exploitant et l'autorité, avant qu'on arrive à un dossier satisfaisant. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut espérer un assouplissement justement de ces règles en matière de SORA? Parce qu'on a entendu sur la dernière conférence de Cologne, la SORA passe en 2.5, donc il y a déjà quelques améliorations, mais il parlait déjà de la SORA 3.0, donc on va jusqu'où? Oui, alors il y a un petit débat. Alors ce débat, il a plus lieu au niveau de Jarus qu'au niveau agence. Nous, on est, je pense, beaucoup d'exploitants, enfin l'industrie de manière générale et les autorités sont plutôt en faveur d'une stabilisation de la SORA en tant que telle. Donc certes, on est en train de travailler sur la SORA 2.5 qui comporte notamment un certain nombre d'améliorations et lève un certain nombre d'ambiguïtés de la SORA 2.0. Il y a notamment de belles améliorations sur le calcul de la classification du risque sol et sur les questions relatives aux zones adjacentes et au confinement des opérations. En revanche, dans cette SORA 2.5, il y a un volet qui n'a pas du tout été corrigé ou amendé par rapport à la SORA 2.0 et qui soulève pas mal de questions tant des autorités que des exploitants. C'est tout le volet relatif à la gestion du risque R, gestion stratégique du risque et gestion tactique du risque. Et donc, on a un certain nombre de personnes et d'experts qui estiment que des améliorations de ce volet-là, et notamment des annexes, seraient nécessaires. Donc je dirais, il y a tout lieu de penser, en tout cas on appelle de nos vœux le fait que si une SORA 3.0 est publiée pour améliorer ces points relatifs au risque R, qu'après en fait on soit vraiment stabilisé en termes de méthode d'analyse du risque et qu'il n'y ait pas de gros amendements, à part peut-être des petites clarifications à la marge, mais en tout cas qu'on n'ait plus de grosses révolutions de la SORA comme on a pu en avoir ces derniers temps. Alors je ne sais pas si on peut véritablement, je dirais, parler d'assouplissement des règles, c'est plutôt une classification des règles. Après, ce sur quoi on essaye collectivement de travailler tant au niveau national qu'au niveau européen, c'est sur la facilité d'octroi des autorisations d'exploitation. Et pour cela, en fait, on a quand même deux gros outils qu'on a développés ces derniers temps. Alors un outil qui est le PDRA, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui n'est pas encore trop employé. Je pense que les raisons, c'est que les PDRA devraient en fait être encore plus complets, déjà peut-être assouplir les conditions de leur utilisation, notamment en termes de limite de masse. Mais également être plus complet en termes de normalisation sur tout ce qui est manuel d'exploitation, tout ce qui est formation, etc. De sorte à ce qu'un exploitant ait un cadre donné qui soit relativement facile à utiliser. Et quand un cadre est facile à utiliser, il est facile à approuver de notre côté. Donc même si on a une autorisation d'exploitation à délivrer à la fin, le fait qu'une autorisation qu'une demande soit réalisée selon un PDRA avec un canevas de Manex bien établi, des modalités de formation bien établies, etc. Ce serait vraiment un atout qui permettrait grandement de faciliter la délivrance des autorisations. Et puis le deuxième outil qu'on a commencé à utiliser juste pour certains types d'opérations, mais on l'utilise avec parcimonie, avec des acteurs qui ont montré véritablement leur maturité en matière de gestion de sécurité aérienne, c'est l'autorisation générique. Alors ça commence généralement par une étape où on a de la documentation générique, au sens où l'exploitant explique une bonne fois pour toutes comment il monte ses opérations, comment il évalue le risque sur ses opérations, et après il nous envoie une fiche mission qui est donc beaucoup plus courte et facile à regarder, et on vérifie nous de notre côté juste que la fiche mission est cohérente avec la documentation générique qui a été approuvée. Donc ça facilite grandement le processus, mais bon, évidemment ça impose la première fois d'avoir fait la documentation générique et de l'avoir fait approuver par la DESAC. Et puis ultimement, pour les acteurs pour lesquels on a effectivement maintenant
c'est-à-dire une grande confiance dans la manière de systématiquement décliner les mêmes processus de préparation ou de réalisation d'une opération, on peut délivrer jusqu'à une autorisation générique qui permet de réaliser la même opération, mais à des endroits différents, dans des conditions similaires. Le fait qu'on ait confiance, évidemment, n'exclut pas le contrôle, comme toujours, et donc on maintient malgré tout une attention particulière, même sur ces exploitants. On vérifie régulièrement leurs fiches mission pour constater qu'il n'y ait pas de déviation par rapport au concept, enfin la gestion du risque telle qu'elle a été initialement définie. Allez, merci Nicolas. Je te propose de faire une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite après ceci. Merci. Allez, nous sommes de retour à l'antenne avec notre invité pour la suite de cette interview sur Fréquence Drone, la seule web radio francophone qui vous donne la parole. Alors, je voudrais aborder un autre sujet qui est assez brûlant et qui fait débat en ce moment dans les petites communautés de la dronosphère. Que devient la formation drone au titre de l'annexe 2 à partir du 1er janvier 2024 ? Alors, à partir du 1er janvier 2024, il n'y a pas énormément de changements parce que l'annexe 2, c'est l'annexe 2 de l'arrêté national qui est applicable au scénario standard
nationaux. Ces scénarios standards nationaux, ils continuent à vivre pour les exploitants qui étaient déjà déclarés avant le 1er janvier 2024 jusqu'au 1er janvier 2026. Et donc, pour le moment, on maintient le CATT tel qu'il existe aujourd'hui en centre d'examen des GAC. Et puis, des exploitants peuvent continuer à réaliser des formations pratiques, en fait, pour les télépilotes qui veulent se former sur ces scénarios nationaux. Ceci étant, l'évolution principale qu'on voit et qui va impacter cette activité, c'est que ces scénarios prennent fin au 1er janvier 2026. Et donc maintenant, on a aujourd'hui plus que 2 ans et demi pour se préparer à cette dernière phase de transition. Alors on a déjà un volet qui est mis en place globalement, qui est celui relatif à la formation en catégorie ouverte, même si on est encore en train de finaliser la mise en place de l'examen Open A2. Mais il y a encore beaucoup de travail à mener sur la formation pratique nécessaire pour les scénarios standards européens. Un point que je voudrais indiquer, parce que c'est souvent mal compris, c'est que ça n'est pas parce qu'une opération est réalisée suivant les scénarios standards nationaux aujourd'hui, qu'elle sera réalisée suivant les scénarios standards européens demain. Il y a un grand nombre d'opérations réalisées en S1, S2, S3 qui pourront être réalisées en catégorie ouverte. Si on veut faire une correspondance extrêmement rapide, mais je pense qu'on écrira des guides un peu plus complets sur le sujet d'ici la fin de l'année. Le S1 est aujourd'hui complètement couvert par l'Open A3. Le S2, qui comporte un volet hors vue, lui, ne peut être remplacé que par du ST02. Et pour le S3, c'est un peu le scénario le plus compliqué. Pour les drones lourds en S3, là, clairement, on serait sur du ST01. En revanche, pour les drones légers, on est en train de travailler à une adaptation de l'arrêté espace qui permettrait qui permettrait l'utilisation de drones en catégorie ouverte en espace public en agglomération, mais avec évidemment, pour des raisons d'ordre public, un contrôle que l'on continuerait à exercer, notamment au travers des préfectures, avec déjà, on limiterait cela aux stricts besoins, c'est-à-dire aux activités professionnelles, et en plus, le contrôle exercé par la préfecture au travers de la notification permettra de veiller à ce que ces opérations se déroulent dans le bon respect de l'ordre public. Alors, ces évolutions, la DGAC les a proposées. Elles sont en fait indispensable avec la fin du scénario S3 dans la mesure où le ST01 ne concerne que les drones lourds, donc on n'aurait plus de catégories qui permettraient d'opérer des drones légers en espace public en agglomération. Mais voilà, ces évolutions sont encore en cours de négociation avec les autres ministères, avec la filière. Donc on attend ces évolutions réglementaires plutôt en fin d'année. Alors, je te remercie effectivement de ces précisions. Juste pour être bien clair, tu disais pour ceux qui sont déclarés avant le 1er janvier 2024, ils peuvent continuer effectivement à utiliser les scénarios nationaux. Quid des formations à partir du 1er janvier 2024 pour ceux qui ne sont pas encore déclarés exploitants? Alors, en fait, les formations, à nouveau, il faut distinguer ce qu'est un exploitant et ce qu'est un télépilote. Un exploitant, c'est une personne physique ou une personne morale qui mène une exploitation, voilà, mais qui est effectivement, qui peut être une personne physique ou qui peut être une société, mais un exploitant en tant que personne n'est pas forcément un télépilote, déjà parce qu'un télépilote c'est nécessairement une personne physique. En revanche, une entreprise individuelle ou une personne peut être à la fois exploitant et télépilote. Et donc la question relative à la déclaration suivant les scénarios standards, c'est une déclaration qui se pose pour les exploitants. Après le 1er janvier 2024, on peut continuer en tant que télépilote, et là je parle bien des télépilotes,
à se former suivant les scénarios standards nationaux. Et puis, eh bien, dans ces cas-là, on ne peut pas devenir soi-même nouvel exploitant suivant ces scénarios standards nationaux, puisque l'exploitant devra s'être déclaré avant le 1er janvier 2024. En revanche, en tant que télépilote, on peut se faire embaucher par un exploitant qui aura déjà été déclaré suivant les scénarios standards nationaux avant le 1er janvier 2024. Alors, je voudrais quand même faire une précision aussi pour nos auditeurs. Donc, aujourd'hui, une grande majorité des télépilotes sont aussi des exploitants, puisqu'ils sont à la fois télépilotes exploitants en micro-entreprise, généralement. Donc, quelqu'un qui se formerait après le 1er janvier en tant que télépilote ne pourrait pas créer une entreprise, en micro-entreprise, en tant qu'exploitant. Il ne pourrait pas utiliser, par exemple, sa formation au titre du S3 pour pouvoir faire des déclarations de vol en S3 en tant qu'exploitant drone après le 1er janvier. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, un télépilote qui s'est formé suivant les scénarios standards nationaux, s'il devient exploitant, il devra soit faire de l'open, soit se former et exploiter suivant les scénarios standards européens. Voilà. Et je te remercie de cette précision parce que il y a beaucoup de confusion effectivement et tu as très bien fait de rappeler la différence entre exploitant et télépilote et je pense que c'était vraiment important de faire ce point-là. Mais je t'en remercie. Alors, nouvelle question si tu veux bien. Donc, d'aucuns craignent que l'abandon des scénarios nationaux justement ne fasse courir un risque majeur en termes de sécurité, notamment pour ceux qui vont passer aujourd'hui de S3 à Open A2 avec, je dirais, une formation bien évidemment, mais qui est théorique et pas pratique. Et la grande peur, c'est que beaucoup de gens finissent par arriver à faire voler des drones tout et n'importe quoi en ville. Quel est ton avis sur le sujet ? Déjà, il faut dire qu'en France, on a quand même une certaine particularité avec l'orientation qui avait été décidée pour les besoins de la transition au 1er janvier 2021 d'interdire la catégorie ouverte en espace public en agglomération. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les autres États membres opèrent en ville en catégorie ouverte. Et on n'a pas eu d'écho sur des problématiques particulières de sécurité liées à ça, dès lors, bien entendu, qu'on respecte les principes de la catégorie ouverte. La catégorie ouverte en soi, elle présente toutes les garanties de sécurité nécessaires. En fait, ce qu'on entend souvent, c'est de dire les gens se forment mal et appliqueraient donc mal les règles de sécurité élémentaires. Et si on applique les règles de sécurité applicables à la catégorie ouverte, il n'y a vraiment aucune raison qu'on mette en danger d'autres personnes, parce que déjà, en ville, on pourrait opérer qu'en Open A1 et en Open A2. Open A1, ça implique d'avoir un drone de classe C0 ou C1, donc qui est très léger. Ça implique, alors évidemment pour la classe C0, en dehors de la classe C0, ça implique de ne pas survoler des personnes. Voilà, et donc on porte en tant que télépilote la responsabilité évidemment de ne pas mettre en danger d'autres personnes. Et puis l'Open A2, eh bien, a été conçu pour ne pas mettre en danger des personnes avec des drones plus lourds, notamment avec des distances de sécurité qui sont à respecter par rapport aux autres personnes, etc. Normalement, si on respecte ces distances de sécurité, si on respecte l'ensemble des dispositions, notamment en termes de formation et de maîtrise de l'appareil et du pilotage, il n'y a pas véritablement de raison qu'on mette en péril la sécurité des autres personnes. Écoute, je te remercie quand même de cette précision. Et on arrive à la fin de cette émission. Il y a encore énormément de sujets. Je suis certain que les auditeurs de Fréquence Drone auraient de questions à vouloir te poser. Est-ce que toi, tu aurais un sujet parmi tous ceux qu'on a évoqués que tu aimerais débattre un peu plus précisément ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, au travers des questions précédentes, abordé la plupart des préoccupations liées à la transition réglementaire. Après, on a bien conscience au niveau de la DESA qu'il y a un grand nombre de questions qui se posent régulièrement, notamment sur la formation des télépilotes, et on entend bien au travers de la question précédente qui a été posée qu'il y a des préoccupations de pas mal de gens sur des questions de sécurité aérienne.
Donc, quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que on a maintenant basculé dans cette réglementation européenne. Je pense qu'elle apporte un certain nombre d'atouts, notamment en termes de gestion de la sécurité globale et de la prise en compte d'opérations qui sont innovantes, notamment tout ce qui est gestion des risques au travers de la SORA. Ce sont des choses qui ont vraiment été apportées par la réglementation européenne. Et naturellement, comme on est dans une période de transition, ça fait toujours un peu peur. On a un certain nombre d'adaptations à mener. On n'a pas trop abordé la question de la mise sur le marché des nouveaux drones avec mention de classe qui arrivent très très progressivement. On est très attentif à ça et le HASA également est très sensibilisé sur le sujet. On a évidemment ces questions de formation avec des adaptations qui seront nécessaires de la part des centres de formation et des exploitants qui réalisent de la formation aujourd'hui. Et puis on l'a abordé tout à l'heure, la question des évolutions prochaines de l'arrêté espace. Donc nous, on a bien conscience au niveau de la DESAC que ce sont des sujets qui appellent un certain nombre de questionnements de la part de l'exploitant, des exploitants, de la part des constructeurs. On est en train de travailler sur des guides, qui permettront de communiquer au maximum sur tous ces sujets. On va très probablement faire un webinaire à la rentrée sur tous ces sujets, webinaire qui sera enregistré, qui sera disponible en ligne, et très probablement aussi lancer un petit peu ce qu'on avait fait au moment de la transition européenne, un forum en ligne de questions-réponses sur lequel tout le monde pourra poser ses questions afin de clarifier au maximum tous les points qui n'auraient pas été traités au travers des guides, au travers des webinaires et au travers de nos pages web. Donc si j'ai un seul message, c'est consulter régulièrement les pages web drone qui sont sur le ministère, sur les pages web du ministère de la Transition écologique, de sorte à vraiment être au courant de tous les supports qu'on apportera afin que tout le monde puisse se préparer au mieux à cette transition. Eh bien écoute Nicolas, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour avoir répondu aux questions de Fréquence Drone et j'espère que ça servira au plus grand nombre parce que effectivement ces questions de transition sont quand même assez délicates à interpréter par certains. Et tu as très bien fait de rappeler que il y a un site quand même auprès de la DESAC, du ministère de la Transition et de l'Écologie, qui permet d'avoir toutes ces informations. Et j'invite bien évidemment nos auditeurs à s'y rendre le plus fréquemment possible, parce que la réglementation, ça évolue en permanence. Merci Nicolas. Merci et à toi. Très vite. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones. Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité. Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse SORA, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, l'intégration Manex, audit en entreprise, accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones ATAS. Drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, aeropixie.com. aeropyxis.com. Aéropixie. Vous cherchez un service de qualité pour le démoussage de votre toiture ou des prises de vue aériennes pour votre mariage? Chez Drone Hub, nous avons la solution. Pour vous offrir des services de qualité, notre marketplace vous met en relation avec les meilleurs professionnels du drone. Dès maintenant, découvrez notre site internet dronehub.fr. Drone Hub SAS, une filiale du groupe Aéropixie.